Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast La Clanche, le podcast qui ouvre la porte aux entreprises. Et après 2 saisons et 34 épisodes, on débute 2025 avec une toute nouvelle saison. Je tiens particulièrement à remercier l'ensemble des partenaires et des personnes qui ont œuvré sur ce podcast sur les 2 premières saisons. Et aujourd'hui, avant de commencer cette 3e saison en 2025, je tiens également à remercier Simon de l'agence 11 et plus particulièrement pour son accompagnement aujourd'hui afin d'enregistrer ici dans ces locaux dans les meilleures conditions. On enregistre aujourd'hui avec non pas un mais 2 invités et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Régis L'Huillier et Frédéric Andouze. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien, bonjour. Alors, le rituel du podcast, c'est d'avoir une petite présentation brève avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet. Et on va commencer. Régis, tu peux te présenter en quelques mots et on enchaînera avec Frédéric. En quelques mots, oui, tout à fait. Donc, Régis L'Huillier, c'est bien, tu l'as très bien prononcé d'ailleurs. Voilà, je suis Vosgien, c'est important de le dire, et je tiens à mes Vosges natales. Et donc, voilà, j'ai 2 filles, et je suis un ancien sportif professionnel, actuellement gérant d'une société de conseil en gestion de patrimoine sur Nancy. Et Frédéric ? Moi, je viens d'un peu plus loin, je viens de la Guadeloupe. Et je suis médecin depuis 20 ans, donc j'ai 2 enfants, un garçon et une fille, et je suis ancien handballeur professionnel. Donc la Guadeloupe, les Vosges et la Moselle réunis sur un épisode. Même combat. Qui l'eût cru ? Messieurs, on va parler de votre activité, mais aussi d'un sujet qui peut paraître tabou ou crispant en France, c'est le domaine de l'argent. On a tendance à rester discret par rapport à ses revenus, ce que gagne le voisin, on est assez curieux. Ça fait parler. Question banale, qui peut paraître banale sur ce début d'épisode, c'est quoi un patrimoine ? Si on doit expliquer pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Alors la question n'est pas banale, parce qu'effectivement, le patrimoine, souvent quand on s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, le patrimoine, souvent le réflexe, c'est on pense immobilier. Sauf que en fait, le patrimoine, c'est pas que l'immobilier. En fait, le patrimoine, c'est l'ensemble des biens qu'on détient. Donc, ça peut très bien être effectivement un appartement, une maison, une résidence secondaire, des biens qu'on loue, mais aussi tout ce qu'on a sur ses comptes bancaires, ses différents contrats, de l'assurance vie. Ça va être également des investissements divers, mais aussi sa voiture. C'est absolument tout ce qu'on détient. Voilà. Donc, on est d'accord, c'est pas un gros mot, messieurs. C'est pas un gros mot. On peut dire que le patrimoine, c'est la création de richesses qu'on fait tout au long de sa vie pour transmettre aussi à ses enfants demain. On parle de patrimoine immobilier, financier, mais c'est aussi pour les chefs d'entreprise la création d'une société, pour les entreprises libérales, les professions libérales d'un cabinet qu'on transmettra à ses enfants. Donc particulier, professionnel, on est tous concernés par la gestion de patrimoine. Exactement. Et est-ce qu'on doit cocher des cases précises pour justement constituer un patrimoine ? Régis ? Non, il n'y a pas de case précise à cocher. Tout simplement, en fait, pour se constituer du patrimoine, on va effectivement, plus on a de revenus, plus on a de ressources, plus c'est effectivement évident de se constituer du patrimoine. Mais moi, le conseil que je pourrais donner à tout le monde, c'est tout simplement d'essayer de greffer la moindre épargne autour des revenus qu'on perçoit. Puisque l'épargne qu'on va mettre de côté, ça peut être une épargne de précaution qui peuvent nous servir à tout moment, à un moment difficile dans la vie. Voilà, donc il n'y a pas de case particulière à cocher. On peut gérer du patrimoine en ayant quelques connaissances, mais par contre, c'est bien de se faire accompagner. C'est ce que vous mettez en place dans votre entreprise. Vous accompagnez des clients particuliers professionnels. C'est quoi vos services que vous proposez sur Acoma Conseil ? Alors, on propose des services de conseil en gestion de patrimoine, où là, on va accompagner des clients professionnels et particuliers. C'est plus Régis qui s'en occupe, et un service de family office, que j'expliquerai tout à l'heure, où c'est moi qui m'en occupe. Alors justement, le family office, pour revenir là-dessus, ça consiste en quoi ? On en avait déjà parlé. C'est un service qui est justement bien spécifique sur votre accompagnement. Exactement. En family office, on va accompagner les familles au sein desquelles il y a une entreprise familiale et on va conseiller en apportant des services juridiques, fiscaux et financiers. Et l'objectif premier est d'aider ces familles à transmettre l'entreprise familiale sur plusieurs générations.
Donc l'aspect générationnel est important en family office. Et est-ce que tu ressens que c'est une demande qui est de plus en plus croissante, où les gens se posent vraiment des questions sur cet aspect familial? Clairement, aujourd'hui, dans notre région, des vrais family office, il y en a beaucoup à Luxembourg, en région parisienne, mais dans notre région, en Moselle, dans les Vosges, en Meurthe-et-Moselle, ça n'existe pas. Le service qu'on propose aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Les familles sont souvent entourées de spécialistes dans leur domaine, donc des avocats, des experts comptables, des banquiers, des conseillers en gestion de patrimoine. Le family officer, c'est un généraliste. En fait, il va coordonner l'action de ces différents professionnels. Donc, je suis un peu un chef d'orchestre. D'accord. Régis, moi j'ai une question par rapport aux assurances. On en voit partout, on voit que ça explose avec... moi j'ai l'impression que ça a explosé avec la période du confinement. Là, avec la situation aussi d'instabilité qu'il y a en France, il y a une multitude d'assurances. Est-ce que c'est difficile de faire le bon choix et comment vous conseillez justement les personnes que vous rencontrez? Alors, quand tu parles d'assurance, tu parles de quel type d'assurance? Alors justement, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Pour la santé, pour soi, okay. En termes de particuliers, en termes de professionnels. Okay. Effectivement, parce qu'au niveau des assurances, il y a de l'assurance de la personne, on peut assurer son véhicule, on peut assurer sa santé, voilà. Et il y a aussi l'assurance comme l'assurance vie qui est en fait une partie d'épargne en fait, que peuvent souscrire les épargnants, et c'est effectivement une enveloppe d'investissement. Le marché est très large en termes de contrats d'assurance et effectivement je pense que c'est important sur les différents sujets sur lesquels on veut se protéger ou épargner, de se faire accompagner par un professionnel qui lui en amont va effectivement déjà faire une sélection des différents contrats qu'il va pouvoir proposer. Donc, si je ne maîtrise pas toutes les informations, c'est pas grave, on peut en discuter ensemble par rapport aux assurances. C'est notre métier et clairement dans les contrats d'assurance, tout ce qui va être autour de l'activité du conseiller en gestion de patrimoine, c'est essentiellement des contrats d'assurance qui vont être souscrits pour par exemple une profession libérale autour des thématiques de l'assurance prévoyance. Et après, pour les épargnants et pour n'importe quelle personne qui veut se constituer du patrimoine, c'est les contrats d'assurance vie. L'activité de conseiller en gestion de patrimoine, ça ne va pas forcément être d'assurer le véhicule ou d'assurer la maison. Voilà. On est vraiment sur l'humain. On est sur de l'humain et sur une enveloppe d'épargne, puisque le contrat d'assurance vie, c'est avant toute chose une enveloppe d'épargne. C'est que les gens pensent qu'un contrat d'assurance vie, c'est bloqué. Non, un contrat d'assurance vie, c'est pas bloqué. On peut retirer sur un contrat d'assurance vie à tout moment. C'est un peu moins liquide qu'un livret d'épargne, un livret A, un livret d'épargne, un livret d'épargne populaire ou ce type d'épargne-là. Mais voilà, c'est liquide et en général, avec certaines compagnies, on peut récupérer le capital investi en 48-72 heures. D'accord. Quand on parle d'assurance vie, le risque, c'est la vie. C'est-à-dire quand on peut utiliser son argent quand on est en vie. Quand on parle d'assurance décès, le risque c'est le décès. Un capital se débloque en cas de décès au bénéficiaire qu'on a désigné. Donc on est d'accord, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a souvent des confusions. Donc d'où le rôle du conseiller en gestion de patrimoine de bien expliquer les différents types d'assurance. D'accord, très bien. Par rapport à la gestion humaine, on en revient dessus. Vous faites un métier où le rapport humain est très important parce que vous avez un devoir de confidentialité, mais aussi de confiance à créer pour mettre en place cet accompagnement. Le rapport humain est au cœur de notre métier. Dès le début de la relation, on a aujourd'hui la chance de pouvoir choisir nos clients, Régis et moi. Donc on explique au client que si le feeling entre guillemets ne passe pas, donc lui de son côté vis-à-vis de nous et inversement, on n'entame pas la relation, quel que soit le patrimoine en face. Parce qu'on est dans une notion de durée. Un patrimoine, ça se gère sur plusieurs, ou en family office, on accompagne les clients sur plusieurs années. Donc la notion, la relation humaine est importante. On est très proche de nos clients. Aujourd'hui, les clients ont nos numéros de téléphone portable. Quand un client nous appelle, nous envoie un mail, il a une réponse dans la journée. Ça, c'est très important. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on arrive à avoir des relations dans la durée. Ça fait 20 ans qu'on suit nos clients. Aujourd'hui, on a des clients depuis 20 ans, mais on commence aussi à avoir les enfants de nos clients. Donc ça commence à faire long tout ça. Donc c'est une belle satisfaction. Bien sûr. Oui, clairement. Pour revenir sur la jeunesse de l'entreprise, comment vous avez décidé de créer Akoma Conseil ?
Alors, l'histoire est longue. On travaillait tous les deux dans une autre société de gestion de patrimoine. On était salariés tous les deux. Au départ, j'étais salarié, moi, depuis 2004. Et Régis, en tant qu'ancien sportif, enfin, en tant que cycliste professionnel à l'époque, et moi, je gérais des sportifs professionnels. J'ai eu la chance de voir débarquer dans mes bureaux un jour Régis Huillier. Donc, j'étais son conseiller. Après, de fil en aiguille, l'histoire a fait son chemin. Moi, j'ai quitté la société en 2016. Non, j'ai oublié quelque chose. 2012 2013. 2013, ah oui, 2013, effectivement. Donc, j'avais Frédéric Andus comme conseiller. Et depuis quelques années qui me suivait, et il voyait bien que voilà, en fonction des différentes activités que je menais, que j'avais un réseau, que j'avais une appétence pour ce qu'il me proposait. Et donc un jour, il me dit, écoute Régis, je te verrais bien faire ce que je fais en fait. Voilà. Et donc 2012, il me parle de ça, j'ai mis une bonne année pour me décider. Et en 2013, en fait, j'ai rejoint la société dans laquelle j'étais client. Et donc je suis devenu conseiller. Donc on est devenu effectivement à ce moment-là collègue. Et moi, en 2016, j'ai voulu me mettre à mon compte. Donc, j'ai quitté ma société après 12 ans de bons et loyaux services et j'ai créé Acoma Conseil. En 2016, j'ai commencé tout seul. Et là, j'ai commencé à suivre quelques clients en family office. Mais je voulais quand même continuer à développer la partie gestion de patrimoine. Et je ne voyais qu'une seule personne avec qui je pouvais faire ça, c'est Régis. Donc, en 2018, je lui en ai parlé. J'ai encore mis une année. Il a mis une année. Et en 2019, il m'a rejoint dans l'aventure Acoma Conseil. Et comment vous faites du coup pour avoir cette gestion à deux? Vous avez des zones spécifiques, les compétences, donc on l'a dit par rapport au Family Office et les autres services. Comment vous gérez les dossiers? En fait, on a déjà des clients historiques. Donc, les clients qu'on avait déjà dans le réseau salarié, il y en a une partie qui nous ont suivis. Et après, tout simplement, la segmentation se fait aussi par rapport au domaine de compétences qui est différent, en fait, puisque Fred, quand moi je l'ai rejoint, il était déjà en train de faire du family office et donc il voulait vraiment tendre son activité et développer son activité sur le family office qui est plutôt dédié à une clientèle d'entrepreneurs où il y a quand même des patrimoines avec des grosses surfaces. Et donc, dans l'idée, tout simplement, la répartition se fait naturellement. C'est que moi, je m'occupe en fait plus aujourd'hui de l'activité gestion de patrimoine et Fred de l'activité family office, tout simplement. On est même très complémentaires, c'est-à-dire que Régis intervient pour le compte de mes clients sur la partie gestion de patrimoine, comme moi, je peux intervenir sur ses clients sur la partie family office. D'accord. Et par rapport au secret professionnel, forcément, c'est quelque chose de très important dans votre activité. Est-ce que vous avez quand même une petite anecdote, sans dévoiler le nom et la situation, mais de quelqu'un ou qui vous a fait une remarque ou par rapport à quelque chose d'un peu déconnecté de ce qui existe sur des personnes que vous avez rencontrées? Moi, j'en ai une belle. Coupe du Monde 2018, en juillet, Coupe du Monde de football. Donc, la France joue contre la Croatie en finale. Demi-finale. Et la finale, 2018, pardon. Je confondais avec 98. La finale, on gagne la finale 4-2. Je me suis renseigné avant. Donc, le dimanche, j'étais chez des amis en train de regarder la finale de la Coupe du Monde à Thionville. Le lundi matin, je vais chez un client en région parisienne. Je suis face à lui dans ses bureaux en train de travailler. Et là, il a un appel téléphonique. Donc, je vois au téléphone, il acquiesce, oui. En terminant, je demande qui c'est. Il me dit c'était le bureau d'Emmanuel Macron, qu'il était invité à l'Élysée pour la réception des joueurs de l'équipe de France. Et il m'a dit je t'emmène avec moi. Donc je me suis retrouvé Incroyable. Le lundi. Le dimanche, j'étais à Thionville. Le lundi, j'étais à l'Élysée en train de fêter la Coupe du Monde avec les joueurs de l'équipe de France, en train de faire des photos avec Kylian Mbappé et Hugo Lloris. Donc c'était un beau souvenir. Et Emmanuel Macron t'a remis la médaille avec? Non, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai été dans les bureaux de Brigitte Macron, mais quand j'ai voulu rentrer dans le bureau, il a reçu les joueurs de l'équipe de France d'Emmanuel Macron. On m'a dit, monsieur, vous restez là, donc je n'ai pas pu le voir. C'est déjà énorme. Oui. Régis, tu as aussi je suis désolé. Alors, je vais avoir... peut-être pas aussi, là, il a mis la barre très haute. Mais... Forcément, moi, je ne me suis pas retrouvé à l'Élysée. Mais ouais, j'ai quand même une petite anecdote assez sympa, du moins qui sera peut-être un peu moins fun que celle de Fred, mais... En fait, moi, j'ai débuté l'activité donc, de conseiller en gestion de patrimoine en 2013, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, moi, je partais, tout à l'heure, on parlait également de contrat d'assurance vie. Au départ, j'avais des petites connaissances, mais c'était à peu près tout ce que j'avais comme connaissance. Je savais ce qu'était un contrat d'assurance vie, mais voilà, ça se limitait à ça.
Et donc, 2 ans après mon arrivée, donc en 2015, je récupère certains dossiers qu'on m'affecte au niveau de l'agence dans laquelle je travaillais. Et puis, il y avait une famille d'un ancien, donc c'était un ancien notaire. Et d'où l'importance de poser les questions, c'est que quand j'ai récupéré ce dossier-là, j'ai repris tout le dossier, je questionne le client et donc je lui pose la question à savoir quand est-ce qu'il a arrêté son activité de notaire, quand est-ce qu'il a arrêté le notariat. Et donc, il avait arrêté 1 an et demi avant. Et je lui pose la question à savoir si il avait continué un petit peu à suivre l'actualité, les choses en lien avec son métier. Il me dit non, j'ai complètement coupé. Et donc, le rendez-vous suivant, j'ai pris plaisir à lui expliquer certaines choses en lien avec la transmission de son propre patrimoine. Et puis, en fait, on a fait affaire. Et j'avais signé là l'une de mes plus belles affaires d'ailleurs, puisque j'avais signé un contrat à plus de 300 000 € avec ce client-là. Voilà, donc c'est beaucoup moins fun que Emmanuel Macron et l'Élysée, mais voilà. Mais moi, c'est en tout cas, c'était une belle satisfaction pour moi, quoi. Justement, je rebondis par rapport à ça. Les qualités qui sont indispensables pour vous dans votre secteur. Je fais référence là, c'était l'écoute qui t'a permis de bien déceler et d'anticiper. Ouais, ça a été l'écoute, mais avant l'écoute, en même temps que l'écoute, j'ai envie de dire, c'est la préparation. Ouais. C'est qu'il y a une grosse préparation en amont de tous les rendez-vous. Et après, au niveau des qualités, moi, quand j'ai débuté, et Fred également, on était sur un réseau salarié dans lequel on n'avait pas de dossier. C'est qu'en fait, il fallait qu'on se constitue soi-même notre propre portefeuille client, notre propre clientèle. Et là, il y a une qualité qui est vraiment indispensable, c'est la résilience en fait. Voilà, parce que on se prend, il y a plein d'échecs, plein de difficultés, et en fait, il faut toujours se relever et toujours aller de l'avant, toujours être positif, continuer à se former, continuer à y croire, et puis on avance, et puis on fait son petit bonhomme de chemin et on évolue, quoi. Ça a été formateur, cette expérience-là, de passer d'abord dans le salariat et après de constituer ces étapes. Bien sûr, parce que j'ai appris le métier de conseiller en gestion de patrimoine grâce à cette société où on était salarié. J'étais sportif avant, je ne connaissais rien, je savais ce que c'était qu'un livret A, mais j'ai appris sur le tas. Donc oui, ça a été bénéfique. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer, qui a une appétence justement pour la gestion de patrimoine? Justement, de ne pas hésiter d'aller dans ce genre de structure, donc structure bancaire ou de gestion de patrimoine, plutôt que de se lancer seul, comme nous on le fait aujourd'hui à son compte. Il y a beaucoup de formations, nous on a eu énormément de formations, on est suivi, on est encadré par des directeurs d'agence, des directeurs d'équipe, donc il y a un suivi, donc commencer par ce genre de structure. Poser des questions, se renseigner avec des professionnels et pas forcément tout ce qu'on trouve sur Internet. Exactement. Après, le meilleur moyen d'apprendre, c'est moi, je fais ce métier depuis 2004, donc ça fait 21 ans. Si je ne dis pas de bêtises, non, 2004. Ouais. Non, 24 ans. Oui. Ah non, 21 ans, 24 ans. Tout passe, tout augmente. Donc je fais ce métier depuis 2004, donc ça fait 21 ans. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est en clientèle. Et ne pas peur d'avoir des échecs, comme disait Régis. Les échecs sont importants dans ce métier, quoi. Alors, vous avez aussi un point commun qui est le sport. Vous êtes 2 anciens sportifs au niveau professionnel. Régis en cyclisme, Frédéric en handball. Est-ce que ça vous a permis également d'avoir des compétences que vous transposez aujourd'hui dans votre activité? La résilience peut-être? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Alors moi, c'est vrai que vraiment pour faire le lien avec le sport, moi c'est ce qui m'a motivé à faire ce métier-là en fait. Très clairement, c'est que j'ai eu une fin de carrière sportive qui a été subie parce que j'ai eu des petits problèmes de santé. Et donc voilà, j'ai pas pu aller là où je souhaitais aller dans le milieu du sport. Par contre, j'ai toujours eu à cœur de revenir travailler auprès des sportifs. Voilà. Et j'ai jamais voulu revenir travailler auprès des sportifs purement dans le milieu sportif en tant que coach, en tant que directeur sportif, en tant qu'entraîneur, parce que j'avais cette curiosité de vouloir en fait m'intéresser à différents secteurs, différents milieux. Mais par contre, oui, très clairement, c'est le sport moi qui a été le moteur et qui m'a donné cette envie de faire ce métier-là. Et par rapport à la question et par rapport au fait de quel est le lien la connexion entre le sport et le métier qu'on fait, c'est que tout simplement quand on est sportif professionnel, en fonction des sports, il y a des sports où c'est difficile de gagner sa vie.
Dans le cyclisme, c'est un sport où on est salarié et on a assez rapidement des revenus qui sont importants. Donc toute cette culture et cette notion d'argent, ça nous tombe dessus à 20, 21 ans, comme dans le foot. Ou voilà. Et donc il y a des questions qu'on ne se pose pas quand on est amateur, tant qu'on ne gagne pas sa vie, mais quand on commence à avoir des salaires. Et on sait qu'on est en plus de ça sur des carrières qui peuvent être courtes. J'en suis l'exemple. C'est que moi, j'ai arrêté ma carrière à 23 ans, à l'âge où certains ne sont même pas encore passés professionnels. Et donc, oui, il y a des vraies questions qui se posent. Et c'est justement à travers ma propre expérience que j'ai voulu faire ce métier-là pour pouvoir justement l'expliquer aujourd'hui aux jeunes. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est que justement, quand on parlait tout à l'heure d'assurance, de prévoyance, il y a des contrats spécifiques aux sportifs, à la perte de licence par exemple, des contrats qui ne sont pas connus forcément du grand public, mais qui sont indispensables pour pouvoir justement gérer l'argent qu'on gagne et surtout gérer l'après-carrière. Voilà, la reconversion, et que ça soit la reconversion à 30 ans ou plus tard, ou que ça soit pour monsieur, madame, tout le monde, la retraite, c'est des choses qui s'anticipent. Voilà. Notre passé de sportif nous a permis de pouvoir être en face de sportifs. Aujourd'hui, dans notre clientèle, on a pas mal de cyclistes professionnels, de footballeurs professionnels, parce qu'on a été anciens sportifs. On comprend le client en face et eux nous comprennent. Donc, on parle le même langage. Donc ça nous a pas mal aidé. À titre personnel, je viens du hand. C'est un sport collectif. Donc moi, ça m'a permis de continuer à travailler en équipe. Aujourd'hui, en family office, je suis un peu le chef d'orchestre. Dans le handball, on bossait en équipe. Donc c'est le même métier en fait. Pour faire un parallèle, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Aujourd'hui, je suis entraîneur de handball. Donc je dirige aussi une équipe. L'objectif, c'est de mettre les meilleurs de l'équipe sur le match du samedi et de coordonner ce petit monde, quoi. Donc, est-ce qu'il y a encore besoin de beaucoup de vulgarisation auprès des sportifs par rapport à votre activité, par rapport au fait que un patrimoine, ça se gère, c'est normal qu'ils aient besoin d'un accompagnement et qu'il n'y ait peut-être pas toutes les informations qui soient mises à disposition? Bien sûr. Nos meilleurs clients aujourd'hui, parmi les sportifs, c'est les clients qu'on a eus très, très tôt, très jeunes, où il y avait encore les parents qui étaient là en accompagnement. Donc, on travaillait avec les parents et on continue à suivre les sportifs un peu plus loin. C'est pas une c'est pas une légende. Certains sont mal entourés. Certains sont mal entourés. Donc, il faut qu'ils soient, qu'on leur amène les pieds sur terre. Parce que, comme disait Régis, ils gagnent beaucoup d'argent dans le monde. Je parle notamment dans le foot. Très jeune, ils gagnent beaucoup d'argent très vite. Donc, il doit y avoir des gens en face d'eux pour leur dire attention, ça a une durée limitée. Donc, il faut prévoir les choses. Et il faut te protéger en cas de blessure si t'arrive quelque chose. Ils en ont conscience assez vite. Parce qu'aujourd'hui, avant, dans les vestiaires, il y a 20 ans, on lisait l'équipe. Aujourd'hui, on lit les échos dans les vestiaires. Ils parlent de crypto-monnaie, ils parlent d'immobilier. Les anciens parlent beaucoup de gestion de patrimoine aux plus jeunes. Donc, on arrive derrière, donc ils savent ce que c'est généralement. Donc, le conseil, c'est peut-être de se faire accompagner le plus tôt possible. Exactement. Au niveau des sportifs. Oui, clairement. Je pense que ce soit le sportif ou même, là on parle beaucoup de sportifs, mais notre activité n'est pas tournée qu'autour du sportif. Je pense qu'à partir du moment où on gagne sa vie, où on a un peu d'excédent, parce que c'est clair que pour créer du patrimoine, je le disais tout à l'heure, il faut quand même avoir un petit peu, faut pas que les fins de mois soient trop compliquées quand même, il faut avoir de quoi mettre un petit peu d'argent de côté. Mais à partir du moment où on a un petit peu de ressources, où on a du surplus à la fin du mois, il faut commencer à ce moment-là à se poser des bonnes questions, à savoir comment je le fais, comment je le gère, comment je le protège, comment je me protège. Et donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas d'âge, mais plus tôt on commence, mieux c'est. J'ai une anecdote par rapport à ça. Mon premier client footballeur professionnel, c'était il y a 20 ans. La première épargne mensuelle qu'on a mise en place, c'était de 75 € par mois, parce qu'il avait un contrat de 1 000 € par mois. Et sa carrière a explosé. De 75 € par mois, on est arrivé au final, en fin de carrière, il mettait 30 000 € par mois. Ah oui, donc, belle évolution. Belle évolution, mais il est en fin de carrière et il m'a remercié cette année d'ailleurs en me disant mais Fred, merci de m'avoir permis d'avoir mis autant d'argent de côté. Donc aujourd'hui, il est en reconversion et il utilise le patrimoine qu'il a créé pour subvenir à ses besoins. Ok, belle anecdote. Par rapport aussi à l'évolution du marché du travail et de la société, on est en 2025, il y a beaucoup d'évolutions. Est-ce que votre secteur il est touché aussi par ça, notamment je pense à l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est un danger pour vous, pour les gestionnaires de patrimoine? Est-ce que c'est un plus? Comment vous voyez la chose par rapport à ça?
Notre métier, c'est de s'adapter en permanence, comme n'importe quel chef d'entreprise doit le faire. Et c'est vrai que nous, la particularité de nos activités, c'est qu'en plus de ça, on est dans un domaine qui est réglementé. Voilà. Donc, on a des autorités de tutelle et donc ça évolue tout le temps. Donc, on est obligé de s'adapter. Et par rapport à la question de l'intelligence artificielle, là, tout à l'heure, Fred a parlé aussi du domaine de la crypto. Voilà, je mettrais un petit peu ça dans des sujets qui sont un peu parallèles. C'est qu'on est on est dans un monde qui évolue très vite. Et je pense que ces évolutions-là, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Je pense qu'il faut, encore une fois, essayer de se les approprier et essayer d'y voir, pas forcément que des opportunités, mais des usages. Et des usages qui peuvent être sains, l'idée, parce que c'est vrai que dans tout ça, souvent, c'est les dérives qui font du mal. Quand on parle d'intelligence artificielle, tout le monde prend peur, se dit oh, ça va nous prendre tous nos métiers. Mais quand Internet est arrivé à l'époque, c'était un peu ces mêmes révolutions. Et par rapport aux anecdotes, et j'aime bien parler de ça parce que sur la partie Internet, à l'époque, en France, on avait le Minitel. Et le gouvernement français avait en fait commandé une étude sur Internet pour savoir si Internet avait de l'avenir. Résultat de l'étude, Internet n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, on a tous Internet dans nos poches. Donc, ils ont eu le nez fin. Ouais, ils ont eu le nez fin. Donc, en fait, voilà, je pense que toutes ces crispations qu'il peut y avoir autour de ces sujets-là, je pense qu'il faut pas en avoir peur. Il faut juste essayer de se les approprier, de comprendre comment ça marche réellement, d'approfondir les sujets, et puis d'être de nature optimiste et se dire qu'en fait, l'être humain n'est pas là pour s'amener à sa propre fin, quoi. Et justement, sur l'intelligence artificielle, on est en train de se faire accompagner en ce moment même pour apprendre les outils. Ce n'est pas notre domaine, ce n'est pas notre métier, c'est un métier. Donc, on suit des formations pour apprendre à utiliser les bons outils en intelligence artificielle liés à la gestion de patrimoine. Donc, c'est une complémentarité, exactement. C'est pas forcément autre chose. Il y avait une question, c'est la première que j'ai cochée quand j'ai fait le script de l'épisode, c'est aussi de savoir, à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, et pas forcément en France, on n'a pas de cours, de formation qui est vraiment dédié sur l'éducation financière. Est-ce que c'est dû à la culture, tout simplement, du pays et est-ce que ça pourrait venir en France d'ici quelques temps? Comment vous voyez la chose par rapport à ça? C'est dû à la culture, oui. C'est dû à la culture. Parce qu'en France, il y a deux choses qui sont tabous, c'est la mort et l'argent. Nous, on en parle facilement, Régis et moi. Dans nos cercles privés, on voit que nos amis ont beaucoup de mal à parler d'argent. Nous, on en parle facilement. On parle facilement d'argent à nos enfants. Mes enfants, ils savent combien je gagne. Ils connaissent mon patrimoine. Ils connaissent la structuration de nos sociétés. C'est important, je pense que ça commence dès les familles, que les familles transmettent cette culture d'argent à leurs enfants, ce qui ne se fait pas aujourd'hui en France. Après, évidemment, il serait intéressant qu'on ait des cours de gestion financière dès l'école, comme nous on l'a pu le faire dans les centres de formation d'équipes de football dans la région. Ce serait bien de le faire à l'école. Pourquoi ça ne se fait pas? Je n'ai pas la réponse. Frédéric, Régis, pardon, tu partages? Est-ce que tu as des anecdotes complètement, par rapport à ça? clairement, oui. Je pense qu'il y a un vrai manque de culture financière en France. C'est une vraie catastrophe. Les gens, et je pense que c'est certainement lié aussi à un modèle, sans faire de politique, à un modèle dans lequel on est, où on est quand même très souvent assisté en France sur pas mal de sujets. On parlait tout à l'heure du contrat d'assurance vie avec une particularité, parce que tout le monde, enfin dans un contrat d'assurance vie, on va y mettre des fonds en euros et puis à côté de ça, on va y mettre des unités de compte. Dans les unités de compte, il va y avoir des actions, des obligations, il va y avoir un tas de différents. On peut diversifier à travers un contrat d'assurance vie. Et en fait, ce fameux fonds en euros, en fait, c'est une particularité française. C'est un actif qui est garanti. Voilà. Et donc, en fait, à partir du moment où on ne prend pas de risque, et les livrets, tout ça, c'est du sans risque. Donc, en fait, l'épargnant français a eu l'habitude en fait, tout simplement épargner sur des choses qui étaient garanties, sur lesquelles ça ne nécessite pas spécialement de l'approfondissement ou de la culture.
Vous allez aux US, le monde, voilà, on est dans le monde où voilà, tout est possible et où voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tendre vers un monde libéral comme c'est celui des US. Mais toujours est-il que là-bas, si vous avez un peu d'argent et que vous voulez faire fructifier votre patrimoine, eh ben, il faut accepter de prendre du risque. Et donc, soit on est kamikaze et on prend du risque et on ne sait pas ce qu'on fait et puis on s'en fiche et puis on jette de l'argent par la fenêtre ou on le brûle, ou alors on se forme. Et puis voilà, c'est par nécessité. Je pense que c'est par nécessité. Donc il y a effectivement un problème culturel, je pense, en France, en lien avec les familles, le tabou de l'argent, de la mort, tout ce qui s'ensuit, et puis le modèle dans lequel on est. Pour conclure la première partie, qui était déjà super intéressante, si vous aviez une baguette magique et que vous deviez prendre une mesure par rapport à la gestion de patrimoine en France, ça serait laquelle? Est-ce que ça serait aussi de plus éduquer? Est-ce que ça serait autre chose? Alors, nous concernant nous, ce serait d'alléger les contraintes administratives qu'on a. On a une conformité en un métier qui est très réglementé. Ouais. Donc, on a beaucoup de documents de conformité à remplir avant de faire signer le contrat au client. Donc, ce serait d'alléger cette conformité tout en protégeant le client final. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps, on passe beaucoup de temps à faire de l'administratif tant qu'on ne passe pas en clientèle en face de nos clients. Moi, ce ne serait pas forcément... une mesure pour la France, ce serait une mesure un peu plus générale en lien avec le monde de la finance. Je pense qu'aujourd'hui, on voit des ultra-riches, des milliardaires à milliers de milliards, et on se dit, mais où est le sens en fait de tout ça, à se dire, mais ça sert à quoi au final d'avoir autant d'argent et d'accumuler autant de richesses? Je pense que moi, si j'avais une baguette magique, je pense que je l'actionnerais pour essayer d'avoir une meilleure répartition justement de la richesse. Non pas en France, mais dans le monde d'une façon un peu globale, parce que là, on a, nous, la chance de gérer des problèmes de riches, j'ai envie de dire, mais il y a des gens qui ont d'autres problèmes, et en ayant une meilleure répartition, justement, des richesses au niveau des entreprises, je pense qu'il y a certains problèmes qui seraient levés, en fait. Parfait. On passe au quiz de rapidité et de spontanéité. Je sais que il y aura des réponses qui seront différentes entre vous deux. Alors, vous choisissez entre deux choix de réponse. On est obligé de choisir? Vous êtes obligé de choisir, mais vous avez un joker. Ok. On y va? Alors, assurance ou investissement? Investissement. Eh ben, je dirais joker. Conseil en patrimoine dans les années 2005 ou 2025? Moi, j'ai le côté un peu rock'n'roll, où je dirais 2005, tu vois, dans le côté un peu le cliché d'Hillwood Wall Street. Mais je pense que toute la réglementation a été favorable quand même, parce qu'il y avait beaucoup de dérives à l'époque. 2025, parce que les outils ont évolué et on ne travaille plus de la même manière qu'il y a 20 ans. Bon, évidemment, j'étais obligé de poser cette question, Nancy ou Metz? Metz, bien évidemment. Elle ne se pose pas la question. Allez, je vais dire pour... Nancy, pour défendre la ville. Handball ou cyclisme? Handball. Cyclisme. Travail solo ou travail en équipe? Travail en équipe. En équipe. Et la musique qui vous inspire quand vous travaillez, si vous écoutez de la musique en travaillant de temps en temps sur des dossiers ou pas forcément? Moi, c'est la musique de chez moi, la musique de mon île natale, la Guadeloupe. Donc, c'est le zouk, le reggae, dancehall, le gros cas, tout simplement. Donc, la musique qui donne le sourire. Exactement. Moi, c'est pop rock. Pop rock. Ah ouais, c'est complètement opposé. Mais Mais complémentaire. complémentaire. Je valide les deux sons. Parfait. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, pour vous être livrés dans cet épisode. C'était très intéressant par rapport à Acoma Conseil. On peut vous retrouver où, d'ailleurs, si on souhaite vous contacter? Comment ça se passe? Site internet, réseaux sociaux? Site internet, www.acoma-conseil.fr. Et sur les réseaux sociaux, LinkedIn principalement. D'accord. Donc, on peut vous ajouter, vous poser des questions, il n'y a pas de souci. Exactement. Ça sera avec plaisir. Super. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, pour cet épisode. Est-ce que vous avez une actualité aussi pour 2025 qui se met en place? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Vous êtes dans la continuité? On est dans la continuité. Après, s'il y a effectivement un élément sur lequel on aimerait vraiment que ça se développe un peu plus rapidement, c'est effectivement l'activité immobilière qu'on porte, puisque en fait... l'activité de conseiller en gestion de patrimoine, j'en parlais de l'immobilier au départ, et on a développé en fait notre propre offre immobilière
sur lesquels on va sourcer un bien et le rénover intégralement de façon à ce que le client ait un produit clé en main à la fin. Et donc, on a sorti quelques projets en 2023-2024 et là, on aimerait bien passer à la vitesse supérieure en 2025. Et cette offre sera disponible dans les semaines qui viennent sur notre site internet. On est en train de les intégrer, donc les gens pourront voir ce qu'on fait aujourd'hui sur notre site internet. Super. On donne rendez-vous à tout le monde pour aller voir les nouveautés sur Acoma Conseil. Et puis, bien sûr, on tient à vous remercier, auditeurs, auditrices, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et à regarder l'épisode. Messieurs, le rituel, c'est la dernière question du podcast. Évidemment, pour vous, c'est quoi une clenche ? En bon lorrain, vosgien, qui plus est, la clenche, c'est la poignée de porte, quoi. Voilà, c'est très clairement, c'est la poignée de porte. Et en n'étant pas lorrain, justement. Quand je suis arrivé à Metz en 2001, on m'a parlé de clenche pour la première fois. J'ai eu les yeux écarquillés, je sais pas ce que c'était. Donc maintenant, oui, je sais ce que c'est qu'une clenche. Et je me demande toujours pourquoi ça s'appelle une clenche. En tout cas, elle ouvre de belles perspectives, notamment dans le podcast. Donc un grand merci à vous. On se retrouve pour un prochain épisode sur toutes les plateformes d'écoute et bien sûr sur YouTube. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Thomas.